On peut continuer sur l'autre livre. J'étais exactement là, le désir d'un roman sans fin. Voilà. Ah ben, c'est merveilleux. Ah ben, tu vois, alors, il y a cet autre livre, donc, qui est un recueil de textes que vous avez écrit un peu partout, avec une idée qui traverse tous ces textes. Écrire, c'est prédire, justement. Et puis écrire, c'est un espace de liberté. Et écrire pour ne pas mourir, aussi, comme disait la chanson. Oui, un peu. C'est vrai que, en fait, j'ai rassemblé ces textes il y a à peu près 3 ans, donc bien avant Renseigneur, bien avant la mort de mon père, parce que j'avais l'impression, écrire est une activité étrange qui s'auto-s'efface, je trouve. Je trouve que à chaque publication, en fait, il me semble, quand un livre est publié, il n'existe pas. Alors il est aux autres, tant mieux. Et à chaque fois, l'écriture est un recommencement éternel et un combat, et une foi, une volonté, et un désir aussi. Et en fait, en rassemblant ces textes, en les cherchant, parce que je les ai cherchés, certains étaient perdus sur de vieilles disquettes, et on voit les limites parfois aussi de la technologie, et il y en a que je n'ai jamais retrouvés. Je me suis dit que finalement j'avais pas mal écrit. Alors j'ai commencé à écrire des textes pour des magazines à partir de 91, mais de 91 à 99, tout a disparu. Donc ça commence en 99 jusqu'en 2022. Ça se termine d'ailleurs par un texte sur une œuvre d'architecture de ma compagne avec qui me donne la chance maintenant d'écrire aussi pour elle, parce que je dis ça parce que je trouve que mon écriture, je ne vais jamais arrêter d'écrire. Je tiens un journal intime depuis très longtemps. J'ai maintenant un millier de pages, j'espère que mon auteur tourne toujours. Lorsque j'écris maintenant sur des œuvres d'architecture, l'écriture aussi s'auto-nourrit. Et comme je disais, quand je publie un livre, j'ai l'impression que finalement je n'ai rien fait. Donc rassembler ces livres, c'était me dire j'ai mes archives. Alors j'ai mes archives en original et j'ai mes archives au désir d'un roman sans fin. Et je me rends compte aussi de l'évolution de mon écriture. Au début, elle est assez saccadée, les phrases sont très coupées, elle est toujours un peu en colère, mais il y a toujours cette luminosité, cette clarté, cette beauté qui vient, je l'ai dit, de mon enfance algérienne. Et puis, il y a toujours les mêmes thèmes, finalement, toujours les mêmes obsessions, c'est très intéressant. Et tout d'un coup, il y a la volonté de s'assumer en tant qu'être, en tant que femme qui défend les droits les plus faibles. J'ai tenu longtemps une chronique dans un magazine qui s'appelle Têtu. Il y a une chronique aussi, un journal de confinement. On a oublié finalement, il n'y a pas si longtemps, notre président qui nous disait que nous étions en guerre. Et c'est drôle de relire ça, parce que c'était un événement tellement troublant et angoissant. Et c'est drôle d'avoir des archives de ça aussi, de cette période. Et puis c'est des archives presque personnelles. Et puis beaucoup de mes lecteurs souvent me demandaient, j'ai écrit pour un magazine qui s'appelle Sanso, j'avais tenu un journal intime pour les gens, il y a beaucoup de nouvelles. Et souvent, mes lecteurs c'est drôle, c'est souvent drôle. Oui, parce que, étonnamment, contrairement à mes romans, je suis quelqu'un de très joyeux. Mais je le sais. C'est plutôt rigolo. Et j'ai pas du tout lugubre. Et mon père m'a transmis ça, c'est ce don de la joie, ce don parfois de la légèreté dans la gravité, qui est une forme de politesse. Oui, et qui est la marque de grands écrivains français aussi. Merci. Michel Léon, Félicien Marceau, Roger Nimier, tous ces gens-là qui étaient du cercle de la littérature et qui disaient des choses graves avec l'élégance de la légèreté. C'est beau. Vous avez une très belle phrase, vous dites « L'écriture, c'est mon vrai pays, le seul dans lequel je vis vraiment, la seule terre que je maîtrise. » Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a eu une ambiguïté. Moi, quand je suis arrivée en France, on a absolument voulu me dire tu es immigrée. Je dis non, je suis pas immigrée, je suis française. Ma mère est française. En Algérie, on nous appelait les arabisants. Moi, nous ne sommes pas arabisants. Mon père, certes, est algérien, mais ma mère est française. Ma langue maternelle est française, c'est arabe. Parce que justement, j'étais une arabisante. Lycée français, c'était imposé par des professeurs parfois qui étaient assez violents, qui étaient des anciens islamistes que la Syrie et la Libye avaient refoulés, et que l'Algérie a recueilli, et qui a certainement formé les futurs soldats de Dieu dans les années 90. C'est une parenthèse, et c'est vrai qu'après, quand je publie Garçon manqué, on dit l'écrivain blanche, je ne suis pas un écrivain blanc, c'est l'écrivain francophone, et toujours essayer de me classer
seule patrie, c'est la patrie des mots, c'est la patrie de la littérature, c'est le seul pays du commerce que je traverse de long en large et en travers, et c'est aussi le seul pays dans lequel je me reconnais, c'est la lectrice qui parle, c'est le seul pays qui puisse m'identifier. Bien sûr, j'ai choisi, bien sûr, je suis en France, française, et je ne supporte pas non plus, je ne sais pas choisir, non, on a à choisir, on a à respecter le pays qui vous accueille, qui vous donne sa chance, qui vous protège, qui a protégé mon père jusqu'à la fin. Mon père en était très conscient. Souvent, d'ailleurs, il avait peur d'une illégitimité et ça me faisait beaucoup de peine. Mon père était marié pendant 60 ans à une Française. Il payait des impôts en France. Il avait le droit d'être soigné en France. Il y avait toujours ce truc un peu étrange que les autres vous font sentir. Et donc non, et bien sûr qu'il faut choisir. Mais ma plus grande patrie, oui, c'est la patrie des mots. C'est celle à laquelle j'appartiens et à laquelle je vais appartenir encore longtemps, j'espère. Vous avez commencé à écrire très tôt, même peut-être sans être publié. Si votre voie, votre chemin était peut-être tout tracé, mais si la Nina Bouraoui d'aujourd'hui croisait la Nina Bouraoui de 1981, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Est-ce qu'elle devrait l'encourager ou non? Parce que déjà, cette Nina-là était sûre de son destin, avec les embûches peut-être de tous les destins, mais elle avait cette force. Oui, c'est vrai, j'écrivais déjà. Hein. Moi, j'ai commencé vraiment à écrire à 9 ans et à comprendre qu'il y avait une puissance dans les mots. Après, à 14 ans, 15 ans, ça a aussi réparé mes lacunes dans les autres matières, parce que j'étais vraiment un cancre, je l'avoue. Mais la littérature m'a toujours sauvée. Et, non, je lui dirais, oui, continue, mais n'aie jamais d'orgueil. Parce que c'est un métier, si c'est un métier, il faut rester humble, c'est un métier difficile, c'est un métier de sacrifice, c'est un métier de grande solitude, c'est un métier qui vous apprend l'humilité. Moi j'ai très peur de mal vieillir, j'ai très peur de devenir un vieil écrivain un peu méchant. Moi j'aime les jeunes auteurs, j'aime les jeunes écrivains, j'aime la littérature de mes contemporains, mais j'espère vieillir en écrivant. Mais on en est persuadé. Bravo. Bravo Nina. Merci.